Tu aimes juste les massages des pieds. Mesdames et messieurs, y a-t-il quelque chose de plus terrifiant qu'un père puisse dire à un enfant de 6 ans, un enfant qui dépend de lui pour être protégé? Comment peut-il? Incapable de se défendre, il se tourne vers son père et devrait pouvoir s'attendre à ce qu'il ne lui fasse pas de mal. La déclaration de Pédrin vous apprend quelque chose. Tu aimes te faire battre? Cela indique que c'est déjà arrivé. Cela indique que ça allait se reproduire. Tragiquement, c'était devenu une routine. Cela vous révèle aussi un point crucial dans cette affaire. Cela vous dit que Derek Pédrin n'était pas le protecteur d'Alex Xavier. Il était son agresseur. Et cela compte. C'est important car cette affaire ne concerne pas que ce qui est arrivé à Alex Xavier. Il s'agit de ce que les forces de l'ordre ont choisi de ne pas voir. Il s'agit de ce sur quoi ils ont refusé d'enquêter. Il s'agit de la façon dont ils se sont focalisés sur Josie Dykeman dès la toute première heure et n'ont jamais, honnêtement, remis en question leurs hypothèses. Même après que la science médicale, les faits et leurs propres médecins légistes aient prouvé que des éléments majeurs de leur théorie étaient erronés. Depuis le tout début de cette affaire, en 2023, l'accusation a essayé de nous vendre à tous un gros titre. Une mère tue son beau-fils et maquille la scène. C'est le gros titre de l'accusation. C'est dramatique. C'est sensationnel. C'est horrible. Et cela déclenche une réaction émotionnelle puissante. C'est exactement le genre d'accusation qui peut frapper fort et pousser les gens à arrêter de réfléchir de manière critique. Mais notre loi exige plus de vous que de simplement réagir à un titre. Vous devez lire l'article. Vous devez examiner de manière critique les preuves et séparer l'émotion de la preuve et rechercher la vérité. En faisant cela, vous verrez que l'accusation a tenté de nous vendre un gros titre erroné. Le titre devrait être « C'est femme innocente inculpée, suspecte en fuite ». Mesdames et messieurs, il s'agit d'une affaire qui montre comment des innocents peuvent être condamnés pour meurtre. Et je veux mettre quelque chose au clair, juste pour le dire. Habituellement, je m'endors immédiatement en posant la tête sur l'oreiller et dors toute la nuit. La dernière fois où je n'ai pas dormi, parce que j'étais terrifié. J'ai peur que quelque chose que je n'ai pas fait, pas dit ou pas expliqué finisse par faire condamner une femme innocente. Tout ce que je vous demande, c'est que lorsque, inévitablement, je ne parviendrai pas à vous livrer toutes mes réflexions sur cette affaire, une fois de retour dans la salle de délibération, vous puisiez dans votre sagesse collective et dans les très, très nombreuses notes que vous avez prises tout au long du procès. Maintenant, cette affaire repose sur 3 vérités fondamentales. La première vérité, c'est que cette enquête n'était pas une recherche de la vérité. C'était la défense d'une conclusion prématurée. La deuxième vérité fondamentale est que la science médicale ne permet pas de conclure à un meurtre. Et la troisième vérité fondamentale dans cette affaire, c'est qu'il existe plusieurs explications raisonnables qui sont compatibles avec l'innocence de Josie. Overdose, Derek comme l'agresseur, blessures non destinées à causer la mort, et la liste continue. J'aimerais vous parler de certains de ces points au fur et à mesure, mais je voudrais d'abord commencer là où commence la loi, la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Et nous avons tous déjà entendu cela. Et qu'est-ce que la charge de la preuve? Eh bien, la charge de la preuve repose sur une leçon difficile, à savoir que lorsque la charge est trop faible, des innocents sont condamnés. Parce que les tribunaux sont dirigés par des êtres humains. Nous sommes tous humains et faillibles. Nous faisons des erreurs, nous faisons des suppositions, nous avons des préjugés.
Et la charge de la preuve est conçue pour nous protéger contre ces erreurs humaines, ces erreurs très humaines. Et c'est pourquoi nous avons une charge de la preuve aussi élevée. Parce que la société a conclu qu'il est inacceptable de condamner des innocents pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Je vais donc brièvement expliquer le doute raisonnable. Je vais d'abord dire ce qu'il n'est pas. Le doute raisonnable, ce n'est pas le fait de penser que quelque chose s'est probablement produit. Il ne suffit pas qu'il y ait plus de preuves de culpabilité à vos yeux que d'innocence. Il ne suffit pas d'être fermement convaincu ou de croire fortement qu'un événement grave s'est produit au vu des preuves. Cela ne suffit pas. L'accusation doit éliminer toute hypothèse raisonnable compatible avec l'innocence, toute explication raisonnable compatible avec l'innocence de Josie. Nous en avons entendu une partie lors des témoignages au procès. Nous avons entendu le docteur Quentin dire que la surdose est une possibilité très réelle. Cela est clairement soutenu par les preuves. Et si c'était une surdose accidentelle, le premier chef d'accusation doit être rejeté. Il ne s'agit pas d'un homicide intentionnel. Si c'est une surdose, le troisième chef d'accusation doit être rejeté. Et ce n'est qu'un exemple. Et vous en entendrez d'autres au fur et à mesure que nous avancerons. Mais il est important de savoir que vous n'avez pas à résoudre tous les mystères. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'explication que vous trouvez la plus convaincante. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déterminer s'il existe un seul doute raisonnable dans cette affaire. Un seul. Parlons maintenant de la première vérité dans cette affaire. Cette affaire n'était pas une recherche de la vérité. Dès le premier jour, elle s'est concentrée sur la défense d'une conclusion. Un appel au 911 signale la mort tragique d'un enfant. Et même à ce tout premier moment, Josie évoque la possibilité d'une overdose. Alors, que fait la police? Par pur hasard, ils arrivent en quelques minutes. Et ils jugent immédiatement Josie coupable. Ils concluent aussitôt qu'elle a sûrement maquillé la scène. Immédiatement, ils ont pensé qu'elle devait couvrir un crime horrible. Seul un meurtrier maquillerait la scène. Quelle preuve avait-il alors? Des flacons de pilules traînés par terre. Ils n'ont fait aucun test sur ces objets et ont tiré une conclusion basée sur une supposition dès le début qu'ils ont défendue sans chercher à savoir ce qui s'était réellement passé. Maintenant, parlons de l'enquête et des échecs majeurs causés par une rupture dans la chaîne de commandement. Vous avez vu, d'après les témoignages, qu'il n'y avait pas une seule personne responsable de cette enquête. Et le lieutenant Williams, il était d'accord. Ce n'est pas seulement une question d'organigramme et de dynamique organisationnelle. C'est un facteur extrêmement important dans toute enquête aussi complexe. Il y a des centaines de témoins à interroger, de multiples déductions et explications concurrentes, la science médicale, l'analyse médico-légale, des milliers d'heures de vidéos, d'audio et de documents papier, des centaines de milliers de documents, rien que dans cette affaire. Il est donc extrêmement important d'avoir une personne responsable pour attribuer les tâches et s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet, surtout les choses importantes. Mais ce n'est pas ce que nous avions ici. Là encore, des témoignages ont indiqué que personne n'était véritablement aux commandes. Et même le sergent Amundsen, lorsqu'il a témoigné, il a admis très à contre-cœur qu'il dirigeait l'enquête. Il était le seul qui restait. Maintenant, il y a une analogie qui, selon moi, résume bien les préoccupations concernant cette enquête. Imaginez que vous assemblez un puzzle tout en jetant chaque pièce qui ne s'emboîte pas immédiatement. Vous n'auriez sans doute pas une image complète. Maintenant, parlons du comportement et des actes en cause. Parce qu'une enquête ne devrait pas simplement tirer une conclusion et défendre cette conclusion. Une enquête devrait activement essayer de réfuter sa propre conclusion, tout comme la méthode scientifique, afin de tester toutes les autres raisons ou explications possibles de ce qui s'est passé.
Nous ne l'avons pas constaté dans cette enquête, donc nous ne pouvons pas être certains des résultats. Et un tout premier exemple de cela, une enquête dès le début, elle devrait s'élargir. Elle devrait envisager toutes les options sans se limiter tout de suite. Nous avons vu que cette enquête s'est vite restreinte alors qu'elle aurait dû s'élargir. Et nous le voyons dans les preuves ADN dont vous n'avez rien entendu lors de la plaidoirie finale de le procureur. Et pourquoi cela? Parce que l'enquête sur les preuves ADN et sur qui a touché le flacon de pilule et le bouchon n'a pas été conçue pour rechercher la vérité. Elle a été conçue pour prouver que Josie avait menti sur la mise en scène. Comment le savons-nous? Parce qu'ils l'ont envoyé, mais ils n'ont testé que l'ADN d'Alex Xavier. Et devine quoi? Il y était. Cela soutient l'idée qu'il a touché à quelque chose pendant la nuit. Cela ne soutient pas la théorie de la mise en scène. Alors, qu'ont-ils fait? Ont-ils dit, vous savez que c'était inattendu? Nous devrions examiner cela. Non, ils se sont arrêtés aussitôt sans plus de questions. Ils n'ont pas testé les échantillons des autres adultes qui auraient pu laisser leur ADN sur ces objets. Ils n'ont pas testé Derek Pedrin, Josie Dykman ou Karsten Jarre. Ils ont dit, non, cela ne soutient pas notre théorie, donc nous arrêtons de chercher. C'est la première décision d'enquête prise dans cette affaire. Même si l'analyste du laboratoire criminel a spécifiquement demandé, s'il vous plaît, envoyez-nous plus d'échantillons provenant des personnes soupçonnées d'être impliquées. Ils ne l'ont pas fait. Mesdames et messieurs, cela ne nécessitait qu'un envoi d'échantillons d'ADN par courrier. Et ils ne l'ont pas fait. Si c'était vraiment une recherche de la vérité, pourquoi n'aurait-il pas soumis d'échantillons de comparaison? Pourquoi ne voudrait-il pas savoir qui a touché ces bouteilles? Parce que ce qu'il nous restait, c'était l'incertitude. Cette incertitude revient à l'accusation, qui supporte la charge de la preuve. Et les enquêteurs n'ont jamais analysé le sac Coach. Pensez-y, que cela nous apprendrait-il? Si l'ADN d'Alex était sur le sac Coach, cela montrerait peut-être, vous savez, que cela prouverait qu'il avait touché à quelque chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, nous ne savons pas. Il ne nous reste que des preuves incomplètes sur lesquelles nous ne pouvons pas compter. Et il y avait des fragments de pilules sur l'oreiller qui n'ont jamais été analysés. Le docteur Quentin, comme le docteur Christiansen, a reconnu que ce serait une information contextuelle importante. Cela nous aiderait à savoir, était-ce une overdose accidentelle? Aucune analyse n'a été faite. Nous avons donc ici la pièce maîtresse du dossier d'homicide de l'accusation contre Josie Dykman, et ils ne l'ont même jamais analysé complètement. Pourquoi? Ils veulent que nous les croyions. Ils disent, croyez-nous, nous y croyons, donc vous devriez aussi. Mais ils n'ont aucun fait pour le prouver, parce qu'ils ne les ont pas cherchés, car ils avaient peur que la réponse n'indique pas la culpabilité de Josie. Ils ne voulaient toujours pas vérifier si leur théorie était fausse. Ils ne cherchaient pas vraiment la vérité. Les preuves contradictoires étaient ignorées. Et le biais de confirmation s'est emparé de l'enquête. Et pour parler brièvement du biais de confirmation, nous savons tous ce que c'est, même si nous ne l'appelions pas toujours ainsi. C'est ce qui se passe quand tout le monde regarde la même phase de jeu. Et les supporters des Packers disent « faute évidente d'interférence de passe ». Et les supporters des Vikings disent « non, il n'y avait pas faute ». C'est particulièrement puissant en politique quand des algorithmes nous donnent exactement ce que nous voulons entendre lors de nos recherches d'informations. Nous filtrons alors toutes les preuves pour qu'elles correspondent à nos croyances existantes. Et pour être clair, il ne s'agit pas de mauvaises intentions ou de dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est un trait humain universel que nous avons tous. Et c'est tellement puissant, non pas parce que c'est flagrant ou évident, c'est puissant justement parce que c'est subconscient. Mais cela reste puissant malgré tout, et aucun d'entre nous ne peut le nier. Et les policiers n'y échappent pas. Le personnel médical n'y échappe pas non plus. Les enfants n'y échappent pas non plus. Nous cherchons tous à faire correspondre les preuves à nos croyances existantes, et il faut beaucoup d'efforts pour éviter ce piège. Alors encore une fois, parlons de la focalisation sur Josie. Les enquêteurs ont admis que Derek Pedrin était un suspect.
Le sergent Amundsen a déclaré qu'il est toujours un suspect à ce jour. C'est précisément la définition du doute raisonnable. Et il y a encore plus. 10 jours après le début de l'enquête, les enquêteurs travaillaient déjà avec Derek Pédrin pour rendre l'affaire inattaquable par la défense. Vous avez entendu le sergent Amundsen témoigner sous serment. Cette conversation a d'abord eu lieu en septembre, après l'inculpation et l'arrestation de Josie. En fait, ce n'est pas vrai. C'était 10 jours après la mort d'Alex Xavier. Et je pense que cela démontre l'un des échecs fondamentaux de cette enquête, à savoir qu'aucun des enquêteurs n'avait lu tous les rapports. Et la raison pour laquelle le sergent Amundsen ne savait pas vraiment ce qui s'était passé lors de cette réunion en septembre, qui était une réunion qui n'a jamais été révélée à la défense, c'est qu'aucun rapport n'en a été fait. Nous ne l'avons appris que parce que nous avons physiquement examiné chaque élément de preuve vidéo dans cette affaire et que nous avons découvert cela. Et nous avons dit, d'accord, voici une réunion avec un témoin clé dans l'affaire qui parle des problèmes dans l'affaire, qui parle de la question du Xanax et qui parle du téléphone de Derek. Au tout début de cette réunion, les enquêteurs ont demandé à Derek, c'était en septembre, est-ce que tu as toujours ce téléphone qui nous intéressait? Il a répondu oui. Mais ensuite, un peu plus tard, dans cette même conversation, ils lui ont redemandé « Est-ce qu'on peut voir ton téléphone ?» Il a répondu « De quoi parlez-vous? Il est cassé, je n'ai plus ce téléphone. » Et ils n'ont même pas demandé ce qu'il voulait dire par là, pas une seule fois. Ils n'ont jamais saisi le téléphone de Derek Pédrin pendant toute cette enquête. Et comparons ce comportement à celui de Josie. Vous avez vu l'entretien de Josie avec le lieutenant Williams au début de l'affaire, juste après les faits. Et Josie a remis le téléphone de son plein gré. Bien sûr, il est vrai que les enquêteurs auraient pu saisir ce téléphone sans difficulté. Et peut-être que Josie le savait, peut-être pas. Mais ils n'auraient pas pu la forcer à donner son code. Et Josie leur a donné son code d'accès sans aucun problème. Cela a ouvert toute sa vie à l'examen des enquêteurs. Devine qui ne l'a pas fait? Derek Pédrin. Et réfléchis un instant au téléphone. Un téléphone n'est plus ce téléphone à cadran, tu sais, cet objet qu'on avait chez nous pour communiquer avec des gens à longue distance. Non, c'est maintenant essentiellement un alter ego. Il n'y a aucun objet que nous possédons qui donne plus d'informations sur ce que nous faisons de notre vie, où nous nous trouvons physiquement à un moment donné, ce que nous recherchons, avec qui nous communiquons, de quoi nous parlons. Cela donne à la police une carte détaillée de la vie de Josie. Et comme elle n'avait rien à cacher, elle le leur a donné. Peut-on conclure la même chose à propos de Derek Pédrin? C'est à vous d'en décider. Donc, encore une fois, on voit que l'enquête se concentre immédiatement uniquement sur Josie et ne teste pas ses propres théories. Encore une fois, Derek Pédrin a admis avoir apporté du Xanax dans la maison. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit au début. Il a dû être pris en flagrant délit de mensonge dès le départ, parce qu'il a d'abord dit que cela venait de Josie. C'était de la mère de Josie, de son ordonnance. Et ce n'était pas vrai. Il a dit que ça venait de Ted Colkin. Elle le tenait de lui. Les enquêteurs ont suivi cette piste, mais elle s'est révélée fausse. Alors finalement, il a admis être la source de cette substance qui, nous le savons, aurait très bien pu tuer Alex Xavier. Mais ils n'ont jamais vraiment enquêté. Ils n'ont jamais enquêté sur son fournisseur. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils n'ont jamais enquêté sur les transactions de drogue. Et ils n'ont jamais donné suite à aucune de ces preuves. Il y a eu un message crucial concernant des ordonnances le 9 février 2023, un jour avant la dernière soirée d'Alex Xavier. Et ils n'ont jamais enquêté là-dessus. Nous n'avons découvert ce qui se passait que lorsque M. Pédrin était à la barre et que Maître Zacher lui a posé la question. C'était la première fois. Apparemment, les enquêteurs n'ont jamais posé la question. Nous avons donc dû faire cela en audience publique devant tout le monde pour découvrir quelle était la réponse. Parlons encore un instant de Derek Pédrin. Les enquêteurs savaient qu'il avait un long passé violent, 7 condamnations pénales, qu'il était un étrangleur en série de femmes, surtout Josie, et qu'il avait proféré des menaces de mort contre Josie.
Il a frappé sa tête contre le mur à plusieurs reprises. Il y avait des mesures d'éloignement, mais ce n'était qu'une feuille de papier. Et nous avons aussi vu qu'il y avait des preuves de maltraitance d'enfants. Vous avez vu cette vidéo, c'était déchirant. Tu aimes te faire tabasser, cela représente la rage, l'intimidation, la violence et la maltraitance. Et quand M. Pedron a été interrogé à propos de cet incident en particulier, la question était, vous étiez hors de contrôle, n'est-ce pas? Vous en conviendrez, vous étiez hors de contrôle. Sa réponse? Je n'étais pas hors de contrôle, juste en colère. Est-ce que ça correspond? Si l'un de nous voyait quelqu'un se comporter ainsi avec un enfant, dirions-nous qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Il n'est pas hors de contrôle, juste en colère. Eh bien, apparemment, le sergent Amundsen était d'accord avec cela lorsqu'il a témoigné. Maintenant, il y a autre chose. Et voici un échange très révélateur. On lui a demandé, avez-vous déjà frappé ou donné des coups de pied aux enfants? Sa réponse, je ne crois pas. Existe-t-il un parent incapable de simplement répondre non à cette question? C'est un parent qui l'a fait plus souvent qu'il ne l'admet. Et donc, nous avons des mensonges répétés de la part d'un suspect. Au cours de cette enquête même, il a menti à propos du Xanax. Et demandons-lui simplement s'il est prêt. Et il a menti sur sa consommation d'alcool. Même s'il a été arrêté des mois plus tôt selon son témoignage, alors qu'il était en état d'ivresse. Je suppose qu'on doit croire qu'il a oublié ça, mais la vérité est probablement bien différente. Alors, si M. Pedron est prêt à mentir sur certaines des plus petites choses qui n'ont aucune importance dans un procès pénal, doit-on vraiment croire qu'il ne serait pas prêt à mentir sur ce qui compte le plus pour lui, sa propre responsabilité dans la mort de Xavier? C'est une question que vous devrez trancher. Mais ce qui importe, c'est que l'enquête du gouvernement a créé l'incertitude dans cette affaire. Ils sont responsables de cette incertitude. Ils l'ont créée et ont assumé la charge de la preuve la plus lourde prévue par la loi en déposant ces accusations. Et ils ne peuvent pas simplement venir ici et lancer différentes hypothèses sur ce qui aurait pu se passer. Ils doivent fournir une preuve précise de ce qui s'est passé dans cette maison et de ce qui a causé la mort d'Alexandre. Et donc, encore une fois, nous n'avons vu aucun enquêteur unique examiner le dossier, ni les entretiens clés sans rapport de police. Et encore, je dois dire une chose de plus à propos de cette réunion qui a eu lieu en septembre et qui n'a été mentionnée dans aucun rapport. Dans leur quête de vérité, les enquêteurs documentent le contexte des témoins lorsqu'ils évoquent les problèmes de l'affaire. Ils rédigent des rapports. Je veux dire, ils ont rédigé un rapport sur une personne au hasard qui apparemment ne connaissait pas Josie et qui a dit quelque chose sur le fait qu'elle ne la laisserait pas s'occuper de son chien. Mais ils n'ont pas rédigé de rapport avec un de leurs témoins clés, encore suspect. Pourquoi? Car si vous cherchez la vérité, vous documentez ses contacts. En défendant une conclusion, les faits gênants ne laissent souvent aucune trace écrite. On constate ainsi que les éléments présentant Derrick sous un jour défavorable ont été minimisés ou ignorés. Les preuves présentant Josie de manière négative ont été amplifiées et mises en avant. Les enquêteurs n'ont jamais manqué de donner suite aux déclarations selon lesquelles Derrick traitait Alex mal. Et ces commentaires non pertinents ont été inclus. Et nous y reviendrons plus tard. Mais il y avait aussi un élément clé de preuve dans ce procès que vous avez entendu, à savoir l'appel au 911 en novembre 2022, lorsque Derek Pedron avait violemment agressé Josie en la frappant à plusieurs reprises au Josie by repeatedly punching her. cou et en l'étranglant, parce qu'elle avait cuisiné le bœuf haché pour les enfants. C'était son bœuf haché à lui. Voilà ce qu'il fait quand vous cuisinez son bœuf haché pour les enfants. Elle l'a dit lors de l'appel au 911 sans savoir que cela ressortirait dans un procès pour homicide 4 ans plus tard. Mais qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit qu'elle a affirmé qu'il avait fait la même chose à son fils de 6 ans, à Alex, et qu'il apprenait à Alex à mentir. C'était dans cet appel. C'est un instantané de ce qui se passait réellement en temps réel, avant que quiconque ne sache que cela deviendrait pertinent dans ce procès. C'est une preuve que vous n'êtes pas obligé d'ignorer. Alors avançons vers certains des témoignages les plus dramatiques et incroyables que j'ai vus dans un procès.
Lorsqu'on a demandé au lieutenant Williams quelle était la thèse de l'accusation, pourquoi Josie aurait-elle fait cela alors qu'elle attendait un rendez-vous, prenait des selfies avec Brantley et échangeait des messages avec Raphael, she was Raphaël, elle semblait envisager un avenir avec quelqu'un d'autre que Derek. Pourquoi feriez-vous cela? Le lieutenant Williams a répondu, si vous affirmez qu'elle l'a tué cette nuit-là, je l'ignore. Encore une fois, c'est précisément la définition du doute raisonnable. S'il l'ignore, comment le saurions-nous? Vous avez aussi entendu le sergent Amundsen, l'enquêteur principal, qui n'a apparemment pas lu tous les rapports ni consulté toutes les transcriptions ou vidéos. Il a affirmé que la discussion sur le fait de penser comme des avocats de la défense avait eu lieu en septembre, ce qui était faux. Cela s'est produit le 21 février et il a également témoigné. Quelle est votre théorie? Pourquoi feriez-vous cela? Comment cela s'est-il produit? Et il a dit que leur hypothèse de travail est que Josie a dû assassiner Alex parce qu'il ne la laissait pas dormir. Elle voulait avoir un rendez-vous le lendemain, alors elle a tué un enfant. Et c'est leur hypothèse de travail. Comme mes brouillons qui passent par 8 versions différentes avant d'être finalisés. Peut-être que si un procès a lieu dans 2 semaines, leur hypothèse de travail changerait encore, car ils ne savent pas. Ils sont tenus, au-delà de tout doute raisonnable, de prouver exactement ce qui s'est passé, pas de nous fournir une hypothèse de travail. Si les enquêteurs principaux ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé, comment le saurions-nous? Et pourquoi ne le savent-ils pas? Les preuves n'ont jamais appuyé la théorie du meurtre dans cette affaire. Les preuves ramenaient toujours à une overdose, à Derrick, à l'incertitude. Mais ces preuves d'overdose ont été ignorées. Vous avez entendu le Dr Quinn. Il n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès et il n'a pas pu exclure une overdose. Il a dit que le rôle du Xanax dans cette affaire était crucial. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'overdose n'est pas une théorie spéculative farfelue. C'est raisonnable, c'est médicalement étayé, c'est cohérent avec la toxicologie. Et il est extrêmement important de comprendre que si c'était une overdose, l'homicide intentionnel n'est pas prouvé. Le chef d'accusation numéro 1 n'est pas prouvé. Le troisième chef d'accusation n'est pas prouvé. Cela suffit à établir un doute raisonnable. Mais ensuite, nous avons un exemple de la part de la responsable médico-légale, mademoiselle Lubinsky, au Wisconsin. Enfin, je sais qu'au Wisconsin, cette fonction n'est pas exercée par des médecins. Je suppose que c'est une particularité de chez nous. Mais il semblait que mademoiselle Lubinsky était bien plus une policière qu'une professionnelle de la santé, car son intervention dans l'affaire était essentiellement une tentative de contredire le pathologiste qui avait déclaré qu'il s'agissait d'un homicide dû aux actions d'une autre personne. Au lieu de cela, elle a écrit qu'il y avait eu des violences homicidaires et qu'Alexandre était mort suite à une agression à caractère homicide. Ce sont ces mots, pas ceux du Dr Quinn. Il l'a précisé, il ne les aurait pas employés. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ce que cela nous dit, ainsi qu'à mademoiselle... Le témoignage de mademoiselle Lubinsky, c'est que l'état d'esprit avait pris une telle emprise que tout cela ne visait qu'à prouver la culpabilité de Josie. Il ne s'agissait pas de comprendre ce qui s'était passé. Et c'est pourquoi mademoiselle Lubinsky est venue et elle nous a tous dit qu'il y avait des bananes brunes sur le portefeuille de la maison. Nous avons vu la photo. Les bananes brunes étaient à côté de fruits frais et d'encas accessibles aux enfants. Honnêtement, si des bananes brunes relèvent de la négligence criminelle, il faudrait aussi m'enfermer, car qui n'a jamais laissé mûrir des bananes dans sa cuisine? Mais le fait est que les bananes ne sont pas une preuve de négligence criminelle. Elles montrent à quel point le biais de confirmation a été puissant dans cette enquête. Et regardez, nous savons pourquoi c'était le cas. Nous savons pourquoi. C'était parce que Josie n'allait jamais pouvoir faire abstraction de ses condamnations antérieures en 2001, 2000, 2011 et 2013. Et je dirais que ma plus grande crainte dans cette affaire, c'est que vous ne puissiez pas voir ces preuves pour ce qu'elles sont. C'est l'État qui essaie de vous distraire, de vous submerger, de provoquer la colère, de vous détourner de tout, sauf du manque de preuves dans cette affaire. Nous n'avons jamais essayé de vous le cacher. Nous vous avons dit que cela allait arriver. Mais si l'État avait les faits,
pour prouver son dossier, il n'aurait pas besoin de s'appuyer sur des condamnations qui remontent à 15 ans en arrière. Et l'État essaie, sans subtilité, d'utiliser cette condamnation antérieure comme preuve de culpabilité actuelle. Ils essaient de dire qu'elle maltraitait déjà à l'époque et qu'elle maltraite encore aujourd'hui. C'est ce qu'ils essaient de vous faire conclure. Mais les preuves ne soutiennent pas cela. Les preuves de 2011 n'ont pas conclu qu'elle était maltraitante. C'était un incident où un jeune enfant est tombé dans les escaliers. Et cette similitude, je pense, explique pourquoi ils croient pouvoir utiliser cela pour dire qu'elle a forcément fait quelque chose de mal ici. Mais les faits sont très différents. Dans ce cas-là, Josie était une toxicomane de 19 ans et elle ne se souciait pas de sa responsabilité. Elle était négligente. Et un enfant a été blessé en tombant dans les escaliers de son appartement. Cela a fait l'objet d'une enquête à l'époque. Investigated at the time. L'enquêteur Tony Delatte, l'officier qui a mené l'enquête, a inspecté la maison et n'a relevé aucune information incohérente par rapport à ce qu'elle avait déclaré. Josie a immédiatement emmené l'enfant à l'hôpital. Et il n'y avait aucune certitude médicale dans ce cas. 4 médecins étaient d'accord pour dire que cela correspondait à l'explication donnée. Aucun médecin n'a reconnu qu'il s'agissait de maltraitance. Un autre point important, des preuves ont été détruites dans cette affaire. Et l'instruction dit que vous pouvez conclure, vous pouvez déduire que cela aurait été favorable. Cependant, les mauvais traitements n'ont pas été prouvés dans cette affaire et aucune condamnation n'a eu lieu. Mais il y a eu une autre circonstance préoccupante concernant Haley en 2013. Il y avait, c'est vrai, quelques fractures. Et il y avait d'autres conditions liées à la malnutrition, des carences en vitamine D, d'autres problèmes physiques qui sont dangereux pour un enfant s'ils ne sont pas traités. Et cela a été minutieusement examiné. Et on pensait qu'en ce qui concerne les conditions physiologiques, elle souffrait de la maladie cœliaque. Et la maladie cœliaque expliquait en gros toutes ces conditions. C'est essentiellement un trouble qui empêche d'absorber correctement les nutriments. Et cela explique la carence en vitamine D. Cela explique certains des autres résultats. C'était une explication cohérente sur le plan médical de ce qui pouvait entraîner certaines de ces affections. Mais ensuite, il y avait quand même ces blessures préoccupantes. Mais qu'ont-ils découvert? Ils ont enquêté sur toutes les personnes du foyer, ils les ont interrogées. Aucune d'entre elles n'a dit que Josie était violente envers l'enfant, pas une seule. Son partenaire de l'époque, qui était l'autre personne à s'occuper de l'enfant dans ce foyer et qui y était en permanence, n'avait pas d'emploi. Josie ne travaillait pas à temps plein, mais faisait des remplacements quand possible. Mais son partenaire, Dustin Barnes, a dit aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais fait de mal aux enfants. C'était ce qu'on appelle une déclaration contraire à ses intérêts, parce qu'il était la seule personne pouvant être à l'origine de ces blessures. Et encore une fois, il n'y avait pas de maltraitance avérée de la part de Josie dans cette affaire. La condamnation était pour négligence, pas pour maltraitance, et c'est important. Maintenant, encore une fois, le gouvernement veut que vous concluiez que Josie était une maltraitante à l'époque, qu'elle était secrètement une maltraitante et qu'elle l'est encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas utiliser ce raisonnement. L'instruction précise que cette preuve ne peut pas servir à affirmer que c'est ce qui s'est passé. Et encore une fois, s'ils avèrent les faits pour soutenir leur dossier, ils n'auraient pas besoin de s'appuyer autant sur une situation ancienne qui ne prouve même pas ce qu'ils prétendent. Et juste un point rapide à ce sujet, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe réellement dans les affaires pénales. Les gens ne connaissent généralement que ce qui est indiqué dans la plainte déposée par le procureur. Et c'est un document rédigé par les procureurs qui contient toutes les informations négatives qui vous font paraître coupable, qui vous présentent sous votre pire jour. Mais les gens n'ont pas accès aux rapports de police. Ils n'ont pas accès aux experts médicaux ni à aucune des analyses médico-légales. Ils ne connaissent pas vraiment les faits. Et donc, quand quelqu'un a un passé, surtout dans une affaire très troublante, les gens ont tendance à croire le pire parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas les détails. Parce que je vais faire une objection, nous avons convenu de ces faits, et maintenant nous débattons des faits sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Je suppose qu'il parle des faits convenus. Oui, Je peux en parler. I'll move on. Encore une fois, ceci sert à insinuer qu'en secret, Josie est maltraitante. Sans preuve.
Et il y a un dicton qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Et c'est vrai. À ma connaissance, je ne connais rien d'autre que le feu qui produise de la fumée. Ce qui paraît être de la fumée ne l'est pas toujours. Et dans ce cas, ce que vous voyez, c'est l'énorme nuage de poussière qu'il soulève pour vous distraire, vous submerger, vous enflammer, pour faire tout sauf regarder les preuves dans cette affaire ou l'absence de preuves. L'affaire de négligence était très grave, c'était mal, mais ce n'était pas de la maltraitance. Et cela n'explique pas ce qui s'est passé dans cette affaire. Cela explique pourquoi les professionnels de santé ont rapidement conclu à une maltraitance lors de la fracture du fémur de Xavier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus car l'avocat du gouvernement en a peu parlé, mais pour être clair à ce sujet, l'expert médical qui a examiné cette fracture du fémur, celui qui était le plus qualifié pour donner un avis, a dit que ce n'était absolument pas un cas de maltraitance. Les médecins ne parlent aussi catégoriquement que s'ils savent que c'est vrai. Et c'était vrai. Et le docteur Peterson le savait, et c'est pour ça qu'il était si certain. Et ces autres conditions préoccupantes dont je pense que l'infirmière était raisonnablement inquiète, et le docteur Gawaki, que vous avez entendu, était aussi raisonnablement inquiet, il s'est avéré que ce n'étaient pas des fractures, mais des conditions liées au développement. Mais elles ressemblent à des fractures sur une radiographie. Donc les professionnels de santé étaient inquiets, à juste titre. Mais les faits n'ont pas confirmé leurs inquiétudes. Et encore une fois, le seul expert qualifié que nous avons entendu a dit que ce n'était pas de la maltraitance. Et il est raisonnable de le croire. Mais nous avons vu, à travers cet incident de fracture du fémur, comment le soupçon est immédiatement devenu une conclusion. Et c'est ça le problème dans des cas comme celui-ci, parce qu'on parle de sujets très difficiles. Et il est difficile de ne pas être très en colère à ce sujet. Mais la colère trouble notre jugement et notre capacité à analyser les preuves. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc, pour revenir une fois de plus sur le deuxième point, à savoir que la science médicale ne prouve pas le meurtre dans ce cas. En fait, elle suggère le contraire, une overdose comme cause possible du décès. Des blessures qui n'allaient pas forcément entraîner la mort. Des blessures qui ne reflètent pas une intention de tuer. Ce sont les témoignages des experts médicaux que vous avez entendus. Vous avez appris qu'il n'y avait ni traumatisme crânien mortel, ni étranglement, ni perte de sang mortelle. Et vous avez entendu que l'alprazolam était crucial pour déterminer la cause du décès. Aucun des experts qualifiés n'a pu conclure qu'il y avait une intention de faire mourir Xavier. La toxicologie montrait encore des taux élevés d'alprazolam. Highly elevated levels of alprazolam. Cela n'est pas contesté. C'était suffisant pour tuer un adulte et certainement assez pour causer la mort d'un enfant. L'autre point très important, c'est que cela a été un processus graduel. Et cela ne reflète pas une rage meurtrière soudaine et violente. C'est un processus graduel. Malheureusement, cela est ici compatible avec une overdose. Et les quantités de perte de sang, encore une fois, ne sont pas suffisantes pour causer la mort. Ce n'étaient pas des blessures qui allaient inévitablement entraîner la mort. Il y avait effectivement environ 1/15 du volume sanguin total qui avait été perdu, alors qu'il faut atteindre environ 33% pour commencer à entrer en état de choc. Donc, c'était horrible, mais ce n'était pas le genre de blessure qui entraînerait inévitablement la mort de quelqu'un. Donc, encore une fois, la science médicale contredit la thèse de l'accusation selon laquelle il s'agit d'un meurtre et elle pointe vers une overdose. Je vais donc passer à une question très importante dans cette affaire avant d'aborder les éléments, à savoir les témoins dont vous avez entendu parler et l'évaluation de leur crédibilité. Vous avez Derrick, Loralie, Major, Brantley et les déclarations des enfants filtrées par les adultes. Vous avez entendu, tu aimes te faire botter le cul en frappant ou donnant des coups de pied aux enfants. Je ne crois pas. Derek a témoigné qu'il ne pouvait pas contrôler sa violence. Parlons donc de Derek Pedren. Nous avons entendu parler de toute cette violence. Il est indéniable qu'il a cherché à tromper tout au long de l'enquête. Il s'est révélé manipulateur, menteur chronique et alcoolique dépendant.
Et il y a eu ce faux mariage avec Laura Lee dont Misty Craig nous a parlé. Et il a menti sur la chronologie. Nous allons y venir. La chronologie de son retour à la maison ce soir-là, la veille de la mort d'Alex Xavier. Mais commençons par quelques éléments de base. Impression de ce témoignage. Trop de mensonges pour les classer ou les répertorier facilement. Mais voici un chiffre qui, selon moi, vous dit tout ce que vous devez savoir. Lors de son interrogatoire principal, face à des questions visant à dénigrer Josie, il est resté très sûr de lui. Il était certain de ses réponses. Lorsqu'on lui a posé des questions qui auraient pu donner une bonne image de Josie d'une manière ou d'une autre, il a répondu « Je ne me souviens pas » 130 fois ou plus. Dire la vérité évite de devoir se rappeler ce qu'on a dit aux autres. Eh bien, Edren devait constamment se faire rappeler ce qu'il avait dit sur un enregistrement vidéo ou audio ou autre, juste pour lui rafraîchir la mémoire. Oui, c'est ce que vous avez dit. Vous vous souvenez de ça? Encore une fois, si vous dites la vérité, vous n'avez pas besoin de vous rappeler ce que vous avez dit. Puis, nous avons entendu Misty Craig qui a témoigné très à contre-cœur. Je ne sais pas pour vous, mais elle semblait être une autre victime de Derek Pédrin. Eh bien, en fait, elle a témoigné qu'elle l'était, parce que c'était Derek Pédrin, le voyou violent qui la fixait depuis la galerie. Et elle a témoigné à contre-cœur, mais elle a reconnu que Derek avait dit qu'il lui couperait la tête et l'enverrait à sa mère si elle témoignait au procès. Et il a dit qu'il l'avait blessée en lui parlant du mariage avec Laura Lee, qui était lié à ce procès même. Puis nous avons entendu Justin Bellito. Dieu merci pour Justin Bellito, le bon samaritain qui regardait ce procès à la télévision comme beaucoup d'autres. Et il a été tellement stupéfait et indigné par les mensonges de Pédrin, des mensonges flagrants à la barre, qu'il nous a contactés pour rétablir la vérité. Il ne voulait pas s'impliquer là-dedans. C'était la dernière chose dans laquelle il voulait s'impliquer. Mais il était si troublé par les mensonges sur Derek, qui niait avoir pris du Xanax, qu'il a décidé de s'exposer conscient des risques. Et ça, c'est bien vrai. Vous avez vu l'avocat du gouvernement monter et simplement le démolir, l'accabler d'accusations qui, disons-le franchement, ont dû venir de Pédrin sans aucune vérification. C'est tout ce que je dirais à ce sujet. Mais ce que l'avocat du gouvernement n'a pas attaqué, c'est le témoignage de Justin sur le fait que Derek Pédrin utilisait du Xanax. Il n'a jamais remis en cause la véracité de cela. Apparemment, selon l'accusation, ce jeune homme nourrissait une grande rancune contre Pédrin pour avoir mis fin à son emploi à la station de lavage, dans une sorte de grande manœuvre pour récupérer son emploi payé au salaire minimum chez ShipShape. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que des gens voudraient faire, s'impliquer dans un procès comme celui-ci, juste pour récupérer leur travail sous les ordres de Derek Pédrin? Il existe un dicton à la fac de droit disant que si vous n'avez pas les faits, vous insistez sur la loi. Sans la loi, vous insistez sur les faits. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous tapez du poing sur la table. Il y a eu beaucoup de coups de poing sur la table durant ce procès, non? Si Derek Pédrin ment sur ces sujets, pourquoi penserait-on qu'il ne mentirait pas sur sa responsabilité dans la mort d'Alex? Vous devez exclure, au-delà de tout doute raisonnable, la possibilité que Pédrin ait été la source du Xanax. Il l'a admis. Vous devez exclure la possibilité que Pédrin ait été à l'origine des blessures. Nous savons qu'elles ont pu se produire au moment où Derek était seul avec Alex Xavier. Nous le savons. Et nous savons que Derek a menti à la barre. Maintenant, un doute raisonnable est un doute qui vous ferait hésiter ou marquer une pause lorsqu'on vous demande d'agir dans les affaires les plus importantes de la vie. Quelles sont les choses les plus importantes de la vie auxquelles nous sommes tous confrontés un jour? Choisir un partenaire, décider où vivre, prendre des décisions éducatives, financières, médicales, acheter une maison. Oublier l'achat d'une maison, qui achèterait une voiture d'occasion à Derek Pédrin? Et qu'en est-il de Brantley et Major? Leur témoignage n'a pas levé le doute raisonnable, mais le gouvernement ne cherche pas à nous vendre une voiture d'occasion. Ils veulent vous vendre la liberté d'autrui. C'est pourquoi c'est si sérieux et important que cela soit pris au sérieux et analysé avec soin et prudence.
Parlons donc du témoignage des enfants. Il n'y a aucun doute sur le fait que ces enfants suscitent de la sympathie. Bien sûr qu'ils en suscitent. Mais la question, c'est la fiabilité. La question, c'est si nous pouvons nous fier à leur témoignage lors d'un procès pour homicide volontaire au premier degré. L'État doit prouver hors de tout doute raisonnable que ces enfants n'ont pas été préparés. L'État doit également prouver hors de tout doute raisonnable qu'ils n'ont pas menti sous serment à plusieurs reprises. Et ils doivent aussi prouver, hors de tout doute raisonnable, que ces enfants étaient tellement cohérents, tellement crédibles, que leur témoignage peut être tenu pour fiable dans ce procès pour homicide. Qu'avons-nous entendu de la part des enfants? Encore une fois, la même habitude de répondre à certaines questions avec une assurance qui faisait mal paraître Josie. Mais tout ce qui pouvait la faire bien paraître d'une quelconque manière recevait pour réponse « je ne sais pas ». Maintenant, c'est quelque chose que je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué lorsque Brantley témoignait. Eh bien, elle appelait Josie « Maman Josie » très souvent. C'était le nom qu'il utilisait au lieu de maman. Il disait « Josie a fait ceci, Josie a fait cela ». Mais à un moment donné, il a répondu « Notre maman ». Puis il s'est immédiatement corrigé. Il a corrigé son propre témoignage et a dit « Josie ». Maintenant, demandez-vous, est-ce que cela semble naturel ou est-ce quelque chose qu'on lui a appris à dire? Et il s'est excusé. Il s'est excusé auprès de Pédrin au milieu de son témoignage et on lui a posé des questions à ce sujet lorsqu'il est revenu à la barre. Il a dit s'être excusé auprès de son père pour avoir menti. Donc il a admis avoir menti à la barre. Mais pourquoi a-t-il dit s'être excusé auprès de son père? Il s'est excusé auprès de son père de ne pas avoir dit au jury, de ne pas vous avoir dit que son père était alcoolique, en gros, qu'il consommait de l'alcool. C'est ce qu'il a dit. Je suis désolé, papa, je ne leur ai pas dit que tu consommais de l'alcool. Maintenant, demandez-vous, est-ce que ça a du sens? Pensez-vous qu'il s'excusait d'avoir donné une bonne image de son père aux yeux du jury? Ou bien est-ce qu'il a laissé échapper quelque chose qu'on lui avait dit de ne pas dire? En cas d'interprétation contradictoire et de doute, l'instruction au jury précise que tout doute raisonnable doit bénéficier à Josie. Et c'est la règle que vous devrez appliquer lorsque vous serez dans la salle des délibérations. Et encore une fois, revenons à cet appel au 911 en 2022 où Josie a signalé cette agression de Pédrin concernant le bœuf haché. Et elle a dit que Derek l'avait frappé à plusieurs reprises à la gorge et l'avait étranglé, et qu'il avait fait la même chose à Alex et qu'il apprenait à son fils à mentir. C'est aussi fiable que possible. Cela s'est produit à l'époque, pas en préparation de ce procès. Et c'est important, et vous pouvez en tenir compte. Alors parlons du témoignage de Brantley concernant la blessure au fémur ou le prétendu coup de pied qui l'aurait fait dévaler les escaliers. Donc il dit apparemment qu'il ne parlait pas de ce qui a causé la fracture, que cela s'est produit après qu'Alex Xavier se soit cassé la jambe. Vous devez vous demander si cela est cohérent avec les preuves. Il n'y avait aucune certitude sur le jour exact et nous ne pouvons pas nous fier à ces dates, alors concentrons-nous sur les preuves objectives concernant cette blessure. Il y a eu un rendez-vous de suivi avec Gunderson où il a été constaté qu'il guérissait bien. Le docteur Gawaki a repris contact pour vérifier que cela avait bien eu lieu. Josie l'a accompagné au suivi et il allait bien. Sarah Wagner-Barton, l'assistante sociale de la protection de l'enfance, a visité la maison et l'a inspectée. Elle a d'abord parlé au personnel médical, qui n'avait aucune inquiétude concernant Josie. Elle a aussi noté que les enfants étaient de bonne humeur et n'a relevé aucun risque immédiat pour leur sécurité. Mais il y avait un autre petit détail dans ce rapport concernant sa conversation avec Alex et la famille à Gunderson, où elle a dit qu'Alex lui avait effectivement dit que papa donnait des fessées. Et pour continuer, mademoiselle Wagner-Barton est ensuite allée faire la visite du domicile et elle a constaté que les enfants étaient bien pris en charge. Tous leurs besoins étaient comblés. Elle n'avait aucune inquiétude. Alex allait bien, fier de son plâtre et guérissait bien.
Et cela vous indique qu'il guérissait toujours bien. Il ne s'était pas reblessé au fémur. Puis, nous avons le rapport d'autopsie. Et il n'y avait aucune preuve que sa blessure au fémur avait été aggravée. Donc, les preuves objectives contredisent cette idée que Josie a donné un coup de pied à cet enfant pour l'envoyer dévaler l'escalier. Et nous avons vu cet escalier. Ce truc était un piège mortel. Et pour réitérer, l'état de l'escalier était dangereux, mais Josie était locataire. Honte à ce propriétaire d'avoir permis qu'il vive dans ces conditions. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un locataire installe des rampes ou mette des murs le long d'un escalier ou finisse un sous-sol. Ce n'est pas à leur portée. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Josie. Maintenant, parlons de Major Hellerud et de son témoignage. Et le problème ici, c'est que vous avez vu que son témoignage a évolué à mesure que des faits contraires sont apparus. Des souvenirs fiables ne changent pas à chaque fois qu'ils sont mis à l'épreuve. Et encore une fois, si vous dites la vérité, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce qui s'est passé. Donc, vous aviez ce récit changeant au sujet de la chambre, l'histoire du major évoluant à mesure que les faits étaient établis. D'abord, il aurait vu cette attaque dans la chambre de Josie depuis sa propre chambre, en regardant dans celle de Josie. Puis, il a dû faire face à la présence d'un rideau. Et donc, il a dit que le rideau n'était pas toujours là ou qu'il n'était pas toujours tiré. Et puis, lorsqu'il a témoigné au procès, il a finalement affirmé qu'il était en fait entré dans la pièce. Comment le savoir? Ces versions ne peuvent être vraies ensemble. Et vous pouvez écarter ce témoignage parce que vous devez déterminer s'il s'agit d'une preuve précise sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et ensuite, vous avez eu ce témoignage invraisemblable où le major a dit qu'Alex s'était souillé parce que sa mère ne le laissait pas aller aux toilettes. Maintenant, est-ce que ça a du sens que Josie fasse en sorte qu'un enfant se salisse juste pour qu'elle doive ensuite nettoyer elle-même? Ça n'a aucun sens. Vous avez aussi noté l'accusation grave sur le fait de plier la jambe en arrière en étranglant. C'est ainsi qu'il l'a mimé lors de l'entretien. Cela n'a pas été mentionné lors du premier entretien. Cela n'est apparu qu'après ses discussions avec sa famille, puis c'est réapparu. Ensuite, il a témoigné au procès de manière contradictoire, affirmant qu'il s'agissait d'une flexion arrière. Et c'était un mécanisme de blessure complètement invraisemblable. Donc c'était invraisemblable et cela a changé avec le temps. Et nous savons tous que les preuves suggèrent que la famille a discuté de l'affaire avec Major. Il y avait des inquiétudes quant à un possible conditionnement. Donc, le schéma était le suivant. Souvenez-vous, Major se rappelait d'accusations dramatiques, mais lorsqu'on le confrontait à des incohérences, à des déclarations antérieures et à des détails précis, sa réponse devenait « je ne me souviens pas ». Encore une fois, combien de fois a-t-il dit qu'il ne se souvenait pas? 137 fois. Il se rappelait les accusations, pas les contradictions. Et la loi exige un témoignage qui soit tellement cohérent, tellement crédible, qu'aucune explication innocente ne puisse être vraie. Donc, est-ce que cela signifie que vous ne devriez pas vous fier à ce que disent les enfants? Eh bien, pensez à l'exemple d'une grande marmite de ragoût que vous préparez pour la famille. Et d'une façon ou d'une autre, un gros morceau de viande avarié tombe dans ce ragoût. Est-ce que vous garderiez quand même le ragoût? Est-ce que vous le mangeriez? Ou est-ce que vous le jetteriez pour recommencer? C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous fier à ces déclarations comme preuve précise des allégations dans cette affaire. Nous savons que l'accusation elle-même est incertaine. Nous l'avons entendu de la part des enquêteurs principaux. Mais nous le savons aussi au vu des chefs d'accusation retenus dans cette affaire. On voit comment l'accusation a ajouté des chefs d'accusation en plein milieu de l'affaire. Voici donc une nouvelle option pour homicide par imprudence. Parce que l'État essaie de lancer autant de choses que possible, tout ce qu'ils peuvent, pour voir ce qui finira par marcher. Il faut bien que quelque chose marche. Mais parlons-en. Le premier chef d'accusation, homicide volontaire, l'État doit avoir une preuve précise de la causalité. Si une overdose explique cela, il n'y a pas de lien de causalité. Et si la blessure est insuffisante pour causer la mort, ce n'est pas un lien de causalité.
Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Nous n'avons pas de mobile, nous n'avons pas de témoins oculaires, et il n'y a eu qu'un lien établi par l'ADN. Il y a une incertitude médicale et aucune explication cohérente. Pourquoi Josie soudainement deviendrait-il un meurtrier? Eh bien, il envoyait des textos à Laura Lee, passait des appels avec Laura Lee et envoyait des messages à Raphaël pour organiser un rendez-vous le lendemain matin avec les enfants. Et parlons de la chronologie de cette soirée. La veille, le 10 février, Derek Pedrin est rentré chez lui à 17h30. Comment le savons-nous? Pas parce qu'il nous l'a dit. Il a dit qu'il était rentré chez lui à 18h30, mais ensuite, nous l'avons découvert parce que nous avions les preuves de vidéosurveillance pour prouver qu'il avait quitté le Walmart à 17h30. Pourquoi aurait-il menti sur son heure d'arrivée à la maison? Il pensait qu'il s'en sortirait en vous induisant en erreur. Nous ne l'aurions pas découvert sans les enregistrements. Peut-être que l'accusation n'avait pas regardé les enregistrements. S'il ment sur la chronologie, doit-on se demander s'il le fait parce qu'il pense ne jamais avoir de compte à rendre? Et nous savons qu'Alex était réveillé au moment où Derek était là. C'est quelque chose que Major a également confirmé dans son témoignage. Mais passons simplement à un détail que je pense très important ici. Pedrin a témoigné qu'il avait changé le pantalon d'Alex Xavier. Mais il y aurait... Non, cela fausse le témoignage. Monsieur Pedrin n'a jamais dit avoir changé. C'est l'accusé qui l'affirme. Pardonnez-moi, il y a eu un témoignage en ce sens, merci. Mais il n'y aurait aucune raison de faire cela s'il ne s'était pas souillé. Donc, encore une fois, nous savons qu'Alex Xavier était réveillé à un moment donné et nous savons qu'il dormait pendant la vérification de bien-être. Et nous savons, d'après les experts médicaux, que cela serait cohérent soit avec une commotion cérébrale légère, soit avec une légère prise d'alpraz, une intoxication à l'alprazolam. Et donc, cela correspond tout à fait à la chronologie. Et nous savons que Pedrin était en bas près de lui à ce moment-là et que Derek avait accès au Xanax. Nous savons que Josie envoyait des messages et évoquait un rendez-vous. Et elle a dormi de 3h à 9h. Est-ce que cela correspond à quelqu'un qui savait qu'elle venait de tuer un enfant? Encore une fois, son comportement le matin était normal, des messages normaux, des projets ordinaires. Et puis une découverte choquante et des tentatives de réanimation, faisant immédiatement craindre une overdose. Panique. Est-ce cohérent avec quelqu'un ayant tué brutalement un enfant? Je me souviens que nous avons regardé l'interview de Josie avec le lieutenant Williams. Nous avons tous regardé ça ensemble pendant le procès. Je me souviens l'avoir regardé pour la première fois. Et ce que j'ai vu, c'était une femme sous le choc. Elle essayait de se calmer. Elle semblait être incrédule et en proie au chagrin. Et cela me semblait réel physiquement. Elle ne donnait pas l'impression d'être une femme qui s'attendait à ce que cela arrive. Elle ne ressemblait pas à une femme qui venait de tuer un enfant. Et donc, la réalité de la maison était que Derek dominait cet environnement par la peur, l'intimidation, la violence, la consommation de drogue, les enfants terrés dans les placards. Nous avons des preuves de la relation entre Josie et Alex Xavier. Elle communiquait régulièrement avec l'école. Elle voulait s'assurer qu'il puisse fêter son anniversaire parce qu'il est né en été. Et elle ne voulait pas qu'il se sente exclu des autres enfants qui pouvaient célébrer leur anniversaire. Elle a écrit à l'enseignante pour s'assurer qu'Alex Xavier n'était pas victime d'intimidation. Elle voulait donc s'assurer qu'Alex Xavier ne soit pas intimidé. Une femme négligeant la sécurité de cet enfant agirait-elle ainsi? Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez si vous aviez vraiment une rage meurtrière contre cet enfant? Elle voulait s'assurer que ses gants d'hiver lui allaient, qu'il ait de l'eau, des jouets et des menus Happy Meal. Le faire dormir à côté d'elle dans son lit, l'emmener chez le médecin, s'assurer qu'il avait la Badger Care pour qu'il puisse avoir des soins dentaires. Quand son père avait juste tenté de remettre un bouchon de force dans sa bouche. Et puis nous avons vu la vidéo de Walmart.
où Josie s'est assurée que sa sœur aille lui chercher une sucette. Elle voulait qu'Alex ait aussi une sucette pour qu'il ne se sente pas exclu. Elle prenait soin d'Alex, comme de son propre fils. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui nourrissait en secret une rage meurtrière envers un enfant? Cette mort était tragique, mais elle n'était pas intentionnelle. Donc, pour le deuxième chef d'accusation, on voit une théorie contradictoire où soit elle l'a tué intentionnellement ou par imprudence, mais si vous ne croyez pas cela, alors elle a causé sa mort par négligence. Et vous devez trouver 3 actes distincts de négligence criminelle, pas simplement de l'insouciance ou quelque chose qui aurait pu être fait différemment. Négligence, négligence criminelle et causalité. Et pour prouver la causalité sur le deuxième chef d'accusation, vous devez croire, enfin, le gouvernement doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que Josie savait où Derek avait mis le Xanax dans cette maison. Or, il n'y a aucune preuve que Josie savait qu'il restait encore du Xanax dans cette maison. Derek était lié à la drogue, mais il n'y a aucune preuve qu'elle contrôlait le Xanax, ou même qu'elle savait où il se trouvait. Derek était un toxicomane risquant d'être arrêté. La conclusion la plus simple est qu'il l'a prise ou jetée aux toilettes. Elle ne saurait pas ce qu'il en aurait fait pendant qu'elle s'occupait du sergent Kernin. Impossible de sécuriser ce dont on ignore l'existence. Et si Derek a causé les blessures, celles-ci n'étaient pas manifestement mortelles pour quelqu'un qui observait Alex Xavier. Aucune preuve n'indiquait que Josie savait que sa mort était imminente. La maltraitance était devenue normale dans cette maison. Maintenant, le recul ne remplace pas les preuves. Et c'est une tentative d'amener le jury à parvenir à un verdict de compromis. Si vous ne croyez pas aux autres théories, rabattez-vous sur celle-ci. Mais la loi n'autorise pas le compromis lorsque les preuves ne soutiennent pas une négligence criminelle chronique. Alors, passons au troisième chef d'accusation, abus répétés et abus ayant entraîné la mort, selon lequel Josie n'a pas empêché les abus ou en a causé. Maintenant, les failles majeures de ce chef d'accusation sont que l'overdose n'est toujours pas exclue. Il n'est pas établi que les blessures étaient mortelles. Derek, à l'origine de ces blessures, n'est pas écarté. Et en ce qui concerne le fait de ne pas avoir empêché tout cela, ils doivent démontrer une capacité à intervenir ou à faire quelque chose qui aurait pu empêcher des préjudices futurs. Évoquons maintenant l'incident dans la salle de bain. Eric entre dans la salle de bain avec Alex Xavier, ferme la porte et la verrouille. Elle croit qu'il a entendu Alex Xavier sans savoir ce qui s'est passé. Que doit-elle faire? Défoncer la porte, maîtriser physiquement cette personne qui l'a maltraitée à plusieurs reprises ou appeler la police à ce moment-là? Appeler la police n'a jamais fonctionné auparavant. Appeler la police ne la protégerait pas, ni Alex, parce que Derek sortirait à chaque fois et les coûts ne feraient qu'augmenter. Et encore, souvenez-vous de cet appel au 911 où elle a signalé que Derek faisait du mal à Alex et lui apprenait à mentir. Qu'est-il arrivé après ça? Il est sorti et il l'a immédiatement battu à nouveau. Appeler la police n'aurait ni causé ni empêché de futurs préjudices. Nous savons que les ordonnances d'éloignement ne l'auraient pas arrêté. Rien ne l'aurait arrêté. Alors, avant que je m'assoie, je veux partager quelques réflexions finales, car une fois assis, l'avocat du gouvernement aura le dernier mot, la charge de la preuve lui revenant. Alors, je veux simplement vous remercier d'avoir assisté à ce qui a été un procès éprouvant. Nous ne pourrions pas faire cela sans vous. Mais vous le faites et vous le faites de la bonne manière. Et cette affaire est déchirante. Un jeune enfant est mort dans des circonstances horribles. Alex Xavier aurait dû avoir un avenir. Il aurait dû avoir la possibilité de devenir quelqu'un d'autre que son père. Et malheureusement, cette possibilité lui a été ôtée. À votre place, je voudrais vraiment punir quelqu'un pour ce qui est arrivé à Alex Xavier. Quiconque a une conscience le souhaiterait. Mais la personne qui mérite cette punition n'est pas jugée aujourd'hui.
Et je vous demande de ne pas condamner Josie pour le crime de son agresseur. Parce que la loi exige la justice. Et la justice n'est pas la vengeance. La vengeance est facile. La vengeance dit qu'une chose terrible s'est produite et que quelqu'un doit en payer le prix, même si les preuves sont incertaines. La justice est bien plus difficile. La justice exige de la discipline. La justice exige comprendre sans incertitude, même si c'est émotionnellement insatisfaisant. La justice exige de comprendre que parfois, les preuves ne fournissent pas de réponse claire et complète. Mais est-ce que cela rend justice de s'appuyer sur une enquête qui n'a cherché que des preuves de la culpabilité de Josie? Rend-on justice quand la science médicale ne confirme ni la thèse du meurtre avancé par l'accusation, ni ses allégations au titre du troisième chef d'accusation? Et est-ce que cela rend justice lorsqu'il existe encore plusieurs explications raisonnables qui sont compatibles avec l'innocence de Josie? C'est à vous seul, en tant que juré, de le déterminer. Votre devoir n'est pas envers la défense, ni envers l'accusation, ni envers l'opinion publique, l'émotion ou la sympathie. Votre devoir est envers la loi et envers votre propre conscience. Et de pouvoir quitter cette salle d'audience sans jamais avoir à vous demander si vous avez pu condamner un innocent. Si vous doutez, la réponse est claire. Non coupable sur tous les chefs. Merci. Merci.